Et elle ne m'étonne pas, porte sur la présence de Valéry dans mes écrits. C'est ce qui me distingue, entre autres, de la plupart de mes compagnons sémioticiens. Alors c'est difficile de répondre, disons parce qu'il y a il y a au départ une disproportion entre ce que je suis et ce que représente Valéry aujourd'hui dans la culture française. D'abord, je voudrais situer les choses. Il y a eu en 1985, je crois, à Montpellier, à l'université justement nommée Paul Valéry, un colloque qui a rassemblé l'élite de la science française, des mathématiciens, des physiciens, des médecins, des philosophes, des chimistes, qui tous ont été invités à relire les cahiers de Valéry. Et je me souviens, entre autres, qui a donné lieu à un ouvrage, les colloques, les actes de ce colloque, le livre intitulé « Fonction de l'esprit ». 13 savants redécouvrent Paul Valéry. Et notamment, sous la plume de Rollet-Tom, on a pu lire, j'ai été étonné de trouver dans l'œuvre de Valéry la moitié des idées qui me sont chères. Bien. Alors moi je ne fais pas partie de cette élite et je parlerai à mon échelle. Ce que j'ai trouvé dans Valéry, c'est deux choses. D'abord, une faculté d'analyse sans commune mesure. Et je considère qu'il y a deux sortes d'analyses. Les analyses du type Jemslevien, comme Jemslev nous a appris à les conduire, c'est-à-dire à rechercher une dépendance entre deux termes, non pas une opposition, mais je dis bien une dépendance, conformément à la définition et de la langue, et de la structure et de l'analyse. Donc il y a les analyses rigoureuses, auxquelles Greimas et Jemslev nous ont habitués, et il y a des analyses que je dirais séparées les unes des autres, mais qui toutes procèdent tout de même d'une division, puisque en quoi consiste une analyse? C'est à établir une division et une dépendance entre les deux termes que l'on a divisés. Ça, c'est la première raison, c'est cette faculté d'analyse qui est tout à fait remarquable chez Paul Valéry. Deuxième chose, c'est le bonheur de l'écriture. C'est-à-dire que Valéry, notamment c'est ce qu'il y a de saisissant dans les cahiers, a un bonheur d'expression absolument constant. Il trouve à chaque instant l'expression juste, l'expression parfaite. Il n'a pas besoin d'écrire 30 ou 50 pages, parfois en 4-5 lignes, il a maîtrisé un problème et donné une direction possible. C'est-à-dire que, et là j'avance un point de vue personnel, je considère que Valéry prosateur est supérieur à Valéry poète. Et ce n'est pas simplement limité au cas de Valéry, je crois que les grands écrivains français sont surtout des prosateurs, davantage que des poètes. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de grands poètes, mais l'expression qui, pour mon compte personnel, me comble en quelque sorte, me donne le plus de joie, c'est plutôt la prose que la poésie. Par exemple, même si on prend Baudelaire, entre les poèmes en vers et les poèmes en prose, la langue des poèmes en prose est, je crois, supérieure à la langue des poèmes qui doit tenir compte d'un grand nombre de contraintes à l'époque où Baudelaire écrit. Alors ce que j'ai emprunté à Valéry plus précisément, ce sont les chapitres sur le temps, les chapitres sur la mémoire, les chapitres évidemment sur la littérature, et aussi ce que j'ai découvert, c'est dans les cahiers une sous-section intitulée PPA, c'est-à-dire petits poèmes abstraits. C'est une sorte de journal,
mais de journal des sensations. Ce qui est décrit le plus volontiers dans ces petits poèmes abstraits, c'est soit le coucher du soleil, soit le lever du soleil, l'aurore, la montée du jour. Et notamment, il y a une phrase de Valérie qui parle à propos du soleil, cette énorme horloge de lumière qui mesure ce qu'elle manifeste et manifeste ce qu'elle mesure. C'est pour moi une phrase absolue, une phrase indépassable. Et de ces phrases, on en trouve quantité dans la prose de Valérie. Ou une autre phrase qui est très belle à propos de la mémoire, le marcheur devient le chemin. Il est difficile de dire autant de choses en si peu de mots. Voilà ce que je peux dire, mais encore une fois, c'est l'hommage de la fourmi à l'éléphant, et rien de plus. Okay. Alors sur certains points, la pensée de Valérie est très proche de la sémiotique, c'est-à-dire en avance. Notamment une phrase, un fragment des cahiers dit ceci: « Ce qui est déjà n'est pas encore, voici la surprise. Ce qui n'est pas encore est déjà, voilà l'attente. » C'est dans le premier volume. Eh bien, je considère que cette phrase esquisse ce qu'en sémiotique tensive nous avons appelé les modes d'existence, c'est-à-dire l'attente, c'est-à-dire l'actualisation, et la surprise, c'est-à-dire la potentialisation. Je m'explique. Par actualisation, nous entendons le pas encore, ce qui n'est pas encore réalisé, mais ce qui est conçu par le sujet, espéré, désiré, parfois redouté par le sujet, sur la modalité du pas encore, c'est-à-dire être là sans être là, tout en étant là. Dans le second cas, la surprise. Le cas de la surprise sur laquelle j'ai beaucoup insisté, et je me suis inspiré de nombreux fragments des cahiers qui abordent ce thème de la surprise, c'est ce qui me devance, ce qui est là avant moi, ce qui est là avant que j'y sois moi-même, ce que je n'ai pas pu anticiper, ce que je n'ai pas pu préparer. Donc il n'y a pas de temps de l'avant, il n'y a qu'un temps de l'après. C'est ce que nous appelons la potentialisation. Et Valérie ajoute que dans la surprise, le sujet doit justement recréer ce temps de l'avant qui a manqué, ce temps de l'avant pour lequel il a justement manqué de temps. Puisque justement, ce que la surprise montre, c'est que j'ai manqué de temps. Je n'ai pas eu le temps de me préparer à ce qui est arrivé ou à ce qui vient d'arriver. Ce qui sera pour moi en liaison avec ce que j'ai appelé récemment les modes d'efficience. Les modes d'efficience désignent la façon dont une grandeur s'introduit dans le champ de présence. Elle peut s'y introduire de façon progressive, de façon graduelle, c'est ce que j'appelle le parvenir. Elle parvient progressivement dans le champ de présence, y est reçue et s'y installe. À l'inverse, dans le survenir, qui est au principe de l'événement, il n'y a pas ce temps d'attente, il n'y a que justement ce temps de la surprise. Donc le survenir est au principe de l'événement, c'est-à-dire une des sources, une des muses du discours. S'il y a quelque chose à dire, et justement ce qui distingue en quelque sorte la sémiotique tensive de la sémiotique narrative, la sémiotique narrative récitait un récit connu, une histoire connue, aussi bien de celui qui racontait l'histoire que de celui qui l'écoutait. Ce que Coquet disait un peu méchamment, c'est la sémiotique de celui qui a bien appris sa leçon. Or, dans la sémiotique tensive, dès l'instant qu'on fait une place au parvenir, on fait une place à l'événement. Et s'il y a quelque chose à dire, c'est évidemment l'ampleur de l'événement, la force dérangeante de l'événement qui bouscule tout en survenant et en s'installant dans le champ de présence. Et l'histoire des hommes est rythmée en quelque sorte par les grands événements. Si nous disons avant ou après Jésus-Christ, c'est parce que l'événement central dans notre culture, c'est évidemment la venue du Christ et la disparition, et pour ceux qui y croient, la transcendance, la transformation du Christ, la résurrection du Christ.
comme pour un musulman, la venue de Mahomet en quelque sorte. Les événements structurent l'histoire.